J'ai découvert les feutres il y a 2 ans. Et là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur et depuis, j'arrête plus de dessiner en fait. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, si on a envie de faire quelque chose, rien ne peut nous en empêcher. On peut imaginer plein de choses, on peut créer, c'est toujours positif. Moi, c'est ça que j'aime. Les limites des autres ne sont pas les vôtres. Voilà. Et après, il faut bien se connaître aussi pour connaître nos propres limites. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et en plus, la vie est courte. Et des fois, elle peut même être plus courte. Donc, il faut en profiter. Nous, c'est une philosophie de vie qu'on a, c'est une rage qu'on a de profiter de notre vie à 200%. Bienvenue Aurélie. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce fauteuil pour ce 4e épisode des Belles Voix. Alors, la première chose que je demande à mes invités, c'est de se présenter en quelques mots, mais à la fois aussi bien du côté personnel que professionnel. Très bien, écoute, je m'appelle Aurélie Donzel, j'ai 46 ans, je suis chef d'entreprise au pluriel, j'expliquerai après. Ouais, on en saura plus. Que dire, je suis lyonnaise d'origine, j'ai vécu 25 ans à Lyon et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que mon mari et moi sommes en Bretagne. Donc je suis mariée, je n'ai pas d'enfants, nous avons 2 chats que nous adorons et nous vivons à la campagne et c'est merveilleux. Alors, je fais une petite tradition dans les Belles Voix, c'est de donner des objets aux participants. Je suis pas douée à ce jeu-là. Et c'est juste en fait de me dire à quoi ça te fait penser et ça permet en fait d'en savoir plus sur toi. Voilà. Très bien. Alors, le premier. Ah. Un micro. Alors pourquoi un micro ? Un micro, c'est par rapport au podcast, ouais. C'est ça ? Ouais. Et oui, effectivement, ça va faire pratiquement 4 ans révolus que je réalise des podcasts pour Radio Océane. Une formidable aventure parce que moi j'ai l'habitude d'écrire mais pas forcément de parler et en fait l'idée c'est de présenter régulièrement de nouveaux lieux de découverte en Bretagne. Moi ce que j'aime bien aller chercher sont des lieux qu'on ne connaît pas, voilà, des petits lieux sympas, un peu des lieux refuges et donc voilà, donc c'est un vrai plaisir de faire ça, c'est un autre exercice. Une de tes casquettes. Une de mes casquettes. Tout à fait. Mais en fait, je suis passionnée de patrimoine. Au départ, c'était parti de ça. J'ai écrit un livre sur le patrimoine morbihanais. Ouais, qui s'appelle Patrimoine et sauvegarde à la découverte des pépites cachées du Morbihan. Voilà, donc où j'ai sélectionné 20 sites que je suis allée visiter. J'ai rencontré les associations ou les communes suivant qui était le délégataire du lieu. Mm-hmm. Et donc j'ai parlé de l'histoire de ces lieux, l'histoire aussi des personnes qui contribuent à la préservation de ces endroits et sans lesquels, aujourd'hui, sans doute, on ne les visiterait pas. Et pour moi, c'est très important de mettre ça en valeur, de mettre la transmission aussi de l'histoire. Et donc, dans cette continuité-là, j'ai été contactée pour réaliser ces podcasts à la radio et donc sur d'autres lieux que ceux qui sont évoqués dans mon livre. Donc Radio Océane, et c'est une fois par mois à peu près ? Alors, moi, le rythme que j'essaie de tenir pour les enregistrements, c'est 1 à 2 fois par mois, mais D'accord. Ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, suivant le rythme. C'est chouette ? Ouais, c'est chouette. Alors, je vais te le reprendre et je vais te donner le 2e objet. Hop. Donc voilà, on en parlait. Faut parler de toutes tes casquettes. Donc l'écriture, oui. Alors ça, c'est une drôle d'aventure aussi. Lyon, ça restera toujours ma ville de cœur. J'y ai grandi, c'était magique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on est vraiment dans une culture de l'histoire, de la préservation, de la sauvegarde. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont transmis ça aussi, j'ai beaucoup voyagé avec eux, en France, à l'étranger, et puis forcément Lyon, je me suis beaucoup intéressée, puisque c'est ma ville quand même. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Quand on est arrivé en Bretagne, moi j'ai poursuivi ça. Avec mon mari, dès qu'on bouge quelque part, on adore visiter. On visite des lieux, on visite aussi par la gastronomie. Ça en fait partie. On va à la rencontre des gens. Et je m'étais dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très beaux, mais dont on ne parle pas, qui sont pas très connus et qui ont envie en fait d'avoir un peu de mise en lumière. Et puis, comme j'ai un profil plutôt littéraire, j'adore écrire, j'adore lire. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas qu'on
conjuguer l'écriture et puis ce pan patrimonial. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture comme ça. Voilà, j'ai pas de formation, on y va, j'ai envie. Très autodidacte. Très autodidacte, oui. C'est clair. Super, merci. Tiens, je vais te le reprendre. Oui. Hop. Une question que je pose aussi à chaque fois, j'aime bien évoquer l'enfance, parce que l'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est aussi l'enfant qu'on a été quelque part. Comment tu voyais le monde quand tu étais enfant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touchait tout particulièrement ou qui te passionnait ? Qui me passionnait, il y a toujours eu beaucoup de choses. J'imagine. Ça n'a pas commencé à l'âge adulte. Non, je ne pense pas. Au niveau de mon enfance, avec mes parents, très bien. J'ai une enfance parfaitement heureuse. J'ai manqué de rien, vraiment exceptionnel. C'était plus compliqué à l'école. J'ai toujours été plus jeune, en fait, comme je suis fin d'année déjà. Donc, il y avait cet écart d'âge qui posait un peu problème. Et puis, ce qui était un peu contradictoire, c'est que j'étais un peu bouc émissaire parce que dans ma tête, on me disait « Mais Aurélie, elle est très jeune. » Moi, j'adorais la couleur, j'adorais jouer, j'adorais regarder des dessins animés, même quand j'étais encore au collège. Donc, les problèmes qu'avaient les camarades de classe, qui commençaient à être des problèmes plus d'adultes, moi, ne m'intéressaient pas. Je savais qu'un jour, ça arriverait. J'avais conscience que j'avais le temps avant que ça arrive. Donc, moi, je me laissais un peu porter. A contrario, j'adorais passer du temps avec mes parents et leurs amis qui étaient adultes. Et parce que surtout, ce qui était très rigolo maintenant, mais à l'époque, c'était plus embêtant parce que je côtoyais plus souvent les camarades de classe que les amis de mes parents, c'était que j'avais des camarades qui avaient à peu près 13-14 ans, qui avaient des préoccupations d'adultes et qui n'étaient pas drôles. Et qu'à côté de ça, les copains de mes parents étaient super drôles. Et quand on passait des soirées ensemble, mais je me suis jamais autant amusée. D'accord. Voilà, avec des discussions d'adultes aussi, des discussions philosophiques. J'ai toujours adoré ça et que je n'avais pas avec mes camarades de classe. D'accord. Et donc ça, c'était un pan de ton enfance qui t'a marqué Ça m'a marqué parce que j'ai redoublé ma troisième en partie parce que ça se passait pas très bien en fait au niveau relationnel avec les autres. Ouais, ça m'a marqué quand même. Surtout qu'en plus j'ai toujours été indépendante, j'ai jamais eu de problème en classe, j'ai jamais eu mes parents sur le dos pour faire mes devoirs. Enfin vraiment tranquille. Et à un moment donné, oui, je me suis un peu laissée aller à cause de ça. Et c'est dommage, juste parce que j'étais un tout petit peu différente. C'était pas un drame non plus, quoi. On parle souvent aussi de la sensibilité qu'on peut avoir, ou dire une hypersensibilité, enfin chacun met les mots qu'il veut, mais effectivement qui fait que voilà, on va être parfois on va avoir un regard différent. Ce qui fait qu'évidemment, enfin, moi je sais que j'ai un peu vécu ça aussi, c'est pour ça, mais oui. Du coup, les autres enfants vont nous voir, enfin, pour nous, on a l'impression que tout, voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais oui. Que voilà, parce qu'on voit le monde différemment, on va aussi nous voir différemment. Quoi. Oui, complètement. Bon, moi, je suis quand même contente de ne pas m'être laissée aller de ce côté-là, c'est-à-dire que pour autant, j'ai jamais cherché à rentrer dans le moule. Et puis quand je vois que maintenant je dessine des choses colorées, bien raison. Finalement j'ai bien fait. C'est une bonne transition parce que justement, on va venir à ces jolis dessins que vous voyez autour de nous. Et avant, je voulais utiliser une citation de Walt Disney. Tu me vois venir. Oui. En fait, c'est une citation que tu utilises pour signer tes posts, notamment sur LinkedIn. Oui. Et qui est « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Et effectivement, ça résonne bien avec ton univers, parce que la couleur, c'est au cœur de ton métier, de ton activité aujourd'hui. Et moi, je sais que c'est une des choses, parce que je te connaissais sur les réseaux avant qu'on se contacte, et je sais que quand j'ai vu tes dessins, on voit notamment celui-là, je pense que j'ai dû le voir passer. Le premier là, celui-ci. Ouais. Et ça m'avait tout de suite interpellée en fait. Et c'est comme ça qu'après je me suis mis à te suivre parce que j'aime beaucoup ton univers. Et je pense que le mieux effectivement, pour qu'on s'en rende compte, c'est que tu nous montres un petit peu, nous en dises un petit peu plus. Hop là, comme celui-ci par exemple. Magnifique. Ouais. Qui est plutôt Noël, hiver, féerie. Il y a toujours la féerie dans mes dessins, ça c'est la base. Hein. Et moi, ce que j'aime dans les... En fait, ce que j'aime dans les couleurs, c'est que ça me rappelle les dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Et moi, ce que j'aime dans les dessins animés, c'est qu'il n'y a rien d'impossible.
Il n'y a jamais rien d'impossible. Tu regardais quoi comme dessin animé? À l'époque, je regardais Club Dorothée, alors voilà. Mais il y avait plein de... Bon, à l'époque, c'était beaucoup de mangas, mais j'aime beaucoup aussi les Disney, forcément. Les couleurs sont magnifiques, les histoires sont superbes. Et il y a toujours une chouette moralité. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, si on a envie de faire quelque chose... eh ben, rien ne peut nous en empêcher. On peut imaginer plein de choses, on peut créer, enfin, c'est toujours positif. Moi, c'est ça que j'aime. Et donc, et en fait, c'est un peu ce que j'essaie de retrouver dans mes dessins, c'est remettre cette féerie, c'est de la couleur, surtout dans un monde qui est pas drôle quand même. C'est un peu lourd en ce moment. Enfin, pas qu'en ce moment, ça a toujours été un peu lourd. Je trouve que les gens sont pas drôles. Je ne veux pas faire une généralité, mais beaucoup de personnes ne sont pas drôles et c'est pesant. Et moi, en fait, dans la couleur, voilà, je respire. C'est un souffle d'espoir, de vie, de bonheur, de simplicité. Voilà, et tu as toujours dessiné ou est-ce que c'est enfant du coup, ou est-ce que ça arrive un peu plus tard Alors, j'ai toujours aimé dessiner. L'art en général m'a toujours attirée. La musique, le dessin, la danse, voilà, sont des domaines que des activités que j'ai pratiquées. Le dessin, j'ai jamais pris de cours. Je me suis essayée à plein de choses. J'ai essayé le crayon. Après, j'ai essayé la peinture parce que mon père peint à l'huile. Donc, j'ai essayé la peinture à l'huile. J'ai essayé l'acrylique. J'ai essayé plein de choses. Bon. Le pinceau, c'est pas... Toujours autodidacte. Toujours autodidacte. J'ai jamais pris de cours, vraiment rien du tout. Donc là, pas douée avec le pinceau. Après, j'ai laissé un peu le dessin de côté. Je suis partie sur la mosaïque. D'accord. Bon, sympa, mais bon, moi j'aime bien travailler dans mon salon. Là, il fallait que j'aille dans l'atelier. On a un petit atelier à la maison, ouais, c'est un peu isolé. Voilà, c'est pas la même chose et moins d'appétence. Après, je me suis mise à la broderie, donc sympa, mais j'arrivais pas encore à trouver cette petite étincelle. Et puis j'ai découvert les feutres il y a 2 ans. Et là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur et depuis, j'arrête plus de dessiner en fait. Voilà. D'où tous ces jolis. Voilà, tous ces jolis dessins. Donc j'utilise du feutre à alcool. Oui, c'est ce que j'ai. Ouais, feutre à alcool. Et feutre acrylique aussi. D'accord. Avec moi, ce que j'aime bien dans l'acrylique, c'est que j'utilise du pailleté, j'utilise du fluorescent aussi. Donc du coup, ça donne un peu déjà un peu de texture qu'il n'y a pas forcément avec le feutre à alcool. Et puis ça permet de donner un peu de peps, de rajouter encore un peu de peps à la couleur. Donc tu fais un premier trait au crayon et après tu remplis. Alors en fait, je fais quelques traits, je remplis, je continue, je dessine jamais d'un coup pour ensuite faire du remplissage. J'ai pas la patience pour ça. C'est pas comme ça que j'aime dessiner. Comme pour des dessins comme celui-ci ou comme la jungle chamanique qui est derrière. Celui-là, il est. Ah, celui-ci, il est magnifique. C'est le premier que j'ai fait avec les feutres fluorescents. D'accord. Voilà, donc qu'il y avait des feutres fluorescents. Okay, ouais, c'est magnifique. acrylique fluorescent et donc en fait je brode en fait. En gros, j'ai l'idée de l'ambiance générale que je veux donner. D'accord. Des couleurs. Et puis petit à petit, je commence à dessiner mes traits et puis ensuite je pose la couleur et puis je continue à broder comme ça. Donc en fait, c'est très évolutif parce que je commence mais je sais jamais comment ça va finir. J'ai l'idée, j'essaie de conserver comme cette ambiance. Et là, j'avais envie d'été, de nature, de jungle. Donc je suis vraiment partie là-dessus. Et ça vient d'où l'idée à la base du tableau? D'où tu trouves les inspirations Dans ma tête. Voilà. Là, il n'y a rien de... Je m'inspire pas. Alors là, il y en a peut-être celle-ci, par exemple, où j'adore Alice au Pays des Merveilles et puis j'adore les théières. Donc j'avais envie de faire la petite théière comme celle-ci avec des couleurs un peu sympas, roses. Voilà, c'est... Et du pailleté. Et du pailleté. Mais sinon, non, c'est vraiment... Non, vraiment mon imagination. Il y a une ambiance. À un moment donné, j'ai envie de quelque chose, d'une couleur, d'un cadre et je me lance. Est-ce que chaque tableau a... Du coup, oui, tu te lances comme ça, mais est-ce que finalement, il finit par y avoir une histoire dans ce tableau? Il y a toujours une histoire dans les tableaux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que l'histoire, en fait, je la trouve à la fin. Parce qu'en fait, je crée, mais c'est une fois, en fait, moi, j'ai mon rendu, je me dis, mais en fait, l'histoire est là, c'est celle-ci, et voilà, mais c'est toujours très, très onirique. Il y a rien de concret dans mes histoires.
Il n'y a rien de réel. Et après, chacun se raconte aussi en fonction de ce que ça lui Absolument. inspire. Ah bah c'est le but en fait, c'est ça qui est bien dans l'art en fait, c'est que nous, quand on crée, on a notre interprétation, mais après, on a tous des regards différents parce qu'on a des vies différentes, parce que voilà, et c'est ça qui est bien. Il y a différents formats. Oui. Donc ça, c'est un format... Alors là, on est sur le format vraiment du dessin, c'est du A2. Le plus grand? Là, aujourd'hui, c'est le plus grand que je fais. Ok. Et après, on va jusqu'aux plus petits, comme ceux-ci, qui sont en format A6. Des A6, ouais. D'accord. Donc les A6, par contre, ce sont que des formats originaux que je ne fais pas reproduire. En fait, dès que je dessine, je fais numériser ça par une agence sur Vannes qui est spécialisée dans la numérisation d'œuvres d'art. Génial. Ça me permet après de faire des reprographies. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais pour les A6, je ne fais pas de repro. Là, c'est vraiment du format unique. Voilà, Oui, parce que c'est aussi une question de temps. C'est moins long à produire que si celui-là, tu devais le refaire en... C'est moins long et puis c'est plus accessible financièrement aussi parce que le but, quand même, c'est que chacun puisse se faire plaisir avec une vraie œuvre d'art, un original. Et ça, c'est pas toujours évident. Vrai. Donc ça, c'était un choix. Et puis les reprographies, c'est pour rendre aussi plus accessible. Mais par contre, il y a un format que je ne fais pas en repro, c'est le format de l'original. Ouais. Parce que c'est sa spécificité. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, quand même, les techniques ont beaucoup évolué. Et si on met vraiment un original et une repro à côté, on pourrait ne pas forcément faire la différence, ce qui est gênant. D'accord. Donc voilà. Et comme je suis un peu maniaque, en plus, il y a que des certificats. Au dos de chaque dessin, en repro ou pour les originaux, il y a un certificat. Donc soit un certificat d'authenticité, soit un certificat de reprographie. Okay. Comme ça, si un jour il y a quelqu'un qui copie, on n'est pas à l'abri aujourd'hui de ça. S'il n'y a pas le certificat, c'est que ça ne vient pas de moi. Ok. C'est une preuve de... Ok. Preuve d'authenticité. D'authenticité, ouais. Tout à fait. Je me demandais si, justement, autour d'un de tes dessins, tu avais une... Alors, ils racontent tous une histoire, mais est-ce qu'il y a une belle histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui, un jour, a vu ton dessin et... Ah oui. Ah, ça m'avait vraiment touchée. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que je suis très sensible. Moi, je ne le suis pas du tout. Je vendais en fait sur un marché de créateurs cet été. Un couple est venu me voir et la dame a eu un coup de cœur pour l'un de mes dessins. Et puis son mari voulait lui offrir l'original. Et puis elle disait mais non, quand même, tu te rends compte non. Elle était un peu gênée. Donc il me commande une reprographie, pas de problème. Je prends les coordonnées, je prépare ça, je prévois de livrer. Et puis le monsieur m'envoie un mail pour m'expliquer que sa femme a vraiment eu un coup de cœur pour cette œuvre originale. Et donc, en fait, il l'a acheté. Il voulait l'original, du coup, il voulait pas la repro. Donc, ouais. il a fait l'acquisition de l'original pour lui offrir. Et c'était une œuvre avec des cœurs en plus. Enfin, c'était, et ça m'avait beaucoup touchée. J'ai trouvé ça tellement mignon. Ah, tu m'étonnes, ouais. Donc, la personne, elle a dû... T'as eu des retours après? Oui, la personne était très contente. Donc ça, c'était bien et ça m'a vraiment fait plaisir. Surtout que je les revois tous les deux et c'est vrai qu'elle a eu ce coup de cœur. Je la revois en train de regarder ce dessin et donc ça m'a fait plaisir. Là, je dis ouais, là quand même, là, le dessin a vraiment parlé, ça a vraiment touché en plein cœur et puis c'est la petite attention dans un couple qui est touchante. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment très personnalisé. C'est vraiment l'attention qui fait mouche, qui émeut. Ouais. Ah, c'est chouette. Belle histoire, effectivement. Alors, tu disais que ça faisait 1 an et demi que tu dessinais à peu près. À quel moment tu t'es dit que tu allais en faire une activité professionnelle? Assez rapidement, parce que j'ai découvert le feutre, ça faisait peut-être 3-4 mois que je dessinais. Ouais. Et puis qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit c'est sympa quand même ce que tu fais. Et puis, de toute façon, j'avais rien à perdre. Les éditions Baroudeuses existaient déjà. C'est la société qu'on avait créée pour que je puisse me publier. Parce que... Oui, donc il y a les éditions Baroudeuses avec la plume... La plume baroudeuse pour l'écriture et la plume dessine pour le dessin. Bien. Exactement, c'est ça. Et donc je me suis dit, j'ai une maison d'édition, allons-y. Tu avais déjà la base. Exactement, tout était déjà structuré, donc j'avais plus qu'à en fait. Plus qu'à, ouais. Moi, je m'interrogeais sur le statut d'artiste entrepreneur. Oh là, je sens que tu lèves les yeux. Je me demandais si aujourd'hui c'était assez valorisé dans notre société. Ou est-ce que toi, c'est un statut qui est... Comment tu sais perçu? Enfin, je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus. Pour moi, mon ressenti, c'est que non, je pense que c'est pas assez valorisé.
J'ai l'impression que quand on nous voit avec nos dessins, on a l'impression qu'on fait ça, c'est forcément une activité secondaire. On ne peut pas gagner notre vie avec ça. Je te rassure, en tant que vidéaste, on m'a aussi dit là. Ah oui, sympa. Et sinon, tu fais quelque chose à côté? Non, c'est mon métier. Ah ouais, non, mais ça, c'est terrible. Moi, maintenant, mais au début, ouais. Ça, c'est terrible, c'est frustrant, en fait, quand on entend ça. Et non, on n'est pas là juste pour montrer des dessins. Enfin, quand on fait la démarche de vendre, c'est parce que on est comme n'importe quel entrepreneur. On a aussi besoin de faire rentrer du chiffre pour payer nos charges, pour pouvoir se rémunérer. C'est une vraie entreprise, c'est une vraie aventure entrepreneuriale, peu importe le statut qu'on choisit pour le faire. Mais les réalités sont les mêmes, en fait. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle encore beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et c'est pas forcément l'image que peut avoir le public de manière générale à l'égard de cette activité-là. D'ailleurs, tu parles de leadership créatif. Alors, je sais pas si c'est une belle transition avec ce qu'on est en train de dire, mais je sais que tu as évoqué ce mot-là et je pense que justement, c'est ce que ça, par rapport à ce que tu es en train de dire, je pense que ça le définit. Ça définit ce terme de leadership créatif. En fait, ce qu'il y a, c'est que la créativité, elle n'est pas que dans le dessin ou dans les arts. La créativité, de manière générale, quand on est entrepreneur, il faut en avoir parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas rose tous les jours. C'est génial, hein, mais c'est pas rose tous les jours. À chaque journée, son petit aléa ou son petit problème, et il faut trouver des solutions. Je crois que le rôle premier de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Toujours. Et donc, pour moi, oui, la créativité, c'est la base, en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « non, moi, je suis pas créative, je sais pas inventer, je sais pas faire ce que tu fais. » Mais je dis « c'est pas grave, tu l'es dans ton domaine, en fait, parce que tu proposes des solutions, des nouveautés, parce que tu résous des problèmes tous les jours. Et en ça, tu es créatif. » Et ça, c'est très, très important. Je rebondis là-dessus. Je me demandais si on devrait pas tous, finalement, exercer... Alors, on n'est peut-être pas tous créatifs, on est créatifs de différentes manières. Est-ce qu'on ne devrait pas tous exercer, justement, on parle d'exercer une activité physique régulière, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi exercer une activité créative aussi régulière? Est-ce qu'en termes d'échappatoire ou d'émotions, parce que voilà, on a tous des manières différentes d'exprimer nos émotions. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs... Il y a des gens qui se disent non, moi je suis pas créatif, mais justement, toi tu l'es, mais tu as aussi essayé beaucoup de choses pour aussi voir s'il y avait des choses qui te convenaient mieux. Est-ce que, tu vois, des fois je me dis, on a tous quelque chose à notre manière. Après, pas forcément par le dessin. Oui, non, en fait, je pense que pour libérer l'esprit, il y a beaucoup de choses. Il y en a effectivement qui pratiquent du sport, il y en a qui vont plutôt se concentrer sur les arts, d'autres qui vont aller se promener en forêt tranquillement. En fait, il y a différentes possibilités. Là, c'est vraiment propre à chacun. Pas forcément le dessin plus qu'une autre. Moi, ça me correspond. Non, je parle pas du dessin, mais de créer quelque chose en général, tu vois, de différentes... Enfin, ça peut être différentes disciplines, hein, mais d'avoir ce côté de sortir quelque chose... Créer, c'est toujours satisfaisant. On est toujours content de se dire c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait tout seul ou toute seule. Ouais, c'est valorisant, ça fait du bien, c'est sûr. Et puis pendant ce temps-là, je trouve qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait et en fait, ça bloque un peu d'autres pensées. Ou au contraire, ça permet de laisser défiler les pensées aussi sans se fixer sur une. Ça fait du bien aussi de temps en temps de vider un peu la tête. L'esprit. Oui. C'est limite un métier. Hein. Tes multiples casquettes. Oui. Est-ce que toi, tu as une méthode, du coup, pour une routine pour canaliser justement tout ton flot de créativité, de gérer toutes tes différentes... Je ne sais pas si on peut parler d'équilibre, vie pro, vie perso, je ne sais pas, mais tu vois ce que... Je pense que tout ça, c'est... Voilà, on a chacun notre avis sur la question, mais... Alors... Comment tu gères une journée, tu vois, classique Il n'y a pas de journée classique. Globalement, pour moi, la journée idéale, c'est de gérer vraiment tout ce qui est purement administratif, structurel le matin, parce que je suis du matin. Et puis, avoir du temps pour la création l'après-midi. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est la journée idéale. Mais sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe, pas tous les jours.
Non, en fait, c'est vrai il y a plusieurs activités. Donc, il y a le dessin, il y a l'écriture, il y a les podcasts. Et à côté de ça, on a une autre activité avec mon mari. Donc, on est tous les deux associés d'ailleurs dans toutes les structures. Pour nous, c'est important d'être tous les deux. On a une société qui s'appelle Cidre en Balle et on réalise uniquement la prestation de mise en bouteille des cidres, jus ou poirées de nos clients, qui sont des artisans, producteurs, des producteurs artisans fermiers. C'est une activité qui est extrêmement prenante. Donc, on a une usine mobile qui est rivetée au châssis d'un 26 tonnes et le 26 tonnes, tous les jours, va chez un client différent. Donc, en Bretagne, Normandie, Pays de Loire. Et donc, je jongle aussi avec ça. Donc, je suis quand même maintenant plus souvent en back-office. Il y a beaucoup de travail. Aussi derrière en coulisses, mais il y a aussi cet aspect-là. Donc moi j'aime bien aller de temps en temps sur la ligne d'embouteillage. J'ai mon permis poids lourd, voilà. Encore une casquette. Voilà, encore une casquette. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout difficile de conduire un poids lourd. Hein. Tout est proportionnel au gabarit. Hein, donc, et en plus, nous c'est une vieille cabine, donc nous c'est vraiment en manuel, hein, boîte manuelle. On n'a pas de boîte auto. Et ça se fait très bien. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à conduire un poids lourd qu'une voiture. Donc voilà, comme ça au moins, une belle appétence. Donc c'est une autre activité que j'aime beaucoup parce que donc il y a ça. Donc on est conducteur, chauffeur poids lourd. Il faut gérer la ligne d'embouteillage. Donc là, je suis encore en formation. Il y a encore un peu de travail. Il faut gérer des équipes sur la ligne. Il faut aimer mettre la main dans le cambouis parce que la maintenance, on la fait nous-mêmes. Donc il faut avoir une appétence aussi pour tout ce qui est mécanique. Et il faut arriver à réparer soi-même, à faire des choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime aussi chaque beaucoup. Journée est différente. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Non, ça c'est clair. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, pour gérer tout ça, déjà mon mari est là. Merci mon cœur. C'est très important pour toi de travailler en couple. Enfin, c'est... Ah oui, parce que mon mari et moi, là on est sur notre 18e année de vie de couple. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on est mariés. Et la seule chose qui nous manquait à l'époque, c'était justement de ne pas être ensemble au travail. Et on passe tellement de temps au travail, donc ça nous manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a eu cette opportunité de reprendre Cidre en Balle, qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, et donc de travailler ensemble. Et ça, c'est chouette. Donc, mon mari est plus effectivement en prod sur Cidre en Balle. Moi, je gère plutôt l'arrière. Et les éditions, c'est plutôt l'inverse. Mais cet équilibre-là est vraiment important. On peut pas remplacer son partenaire de cœur dans une entreprise, en fait. Parce qu'on peut se dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire à un collaborateur. Et puis, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on est dispo l'un pour l'autre, en fait. Et ça n'a pas de prix. Moi aussi, je travaille avec mon conjoint aujourd'hui. Donc, tu sais ce que c'est. À la base, on s'est rencontrés au travail. Donc, on a commencé par travailler ensemble avant d'être ensemble. Donc, je sais de quoi tu parles. Mais c'est vrai que c'est une force, surtout, effectivement, être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Non. Et de savoir qu'on peut s'appuyer aussi, surtout toi, nous, on n'a pas créé de société ensemble, mais de pouvoir, des jours où on est plus, on va dire, down, donc on dit. C'est de se dire qu'on peut s'appuyer sur l'autre et puis le lendemain c'est l'inverse et au moins on avance ça. Et ça c'est une vraie force. Ça c'est génial parce qu'effectivement on peut être au taquet ensemble mais quand il y en a qui est fatigué, on n'est jamais fatigué en même temps donc ça c'est chouette. Donc on se booste mutuellement et puis voilà et puis ça fait du bien. Non franchement c'est chouette. Je voulais revenir par rapport à ce côté multi-activité. Parce qu'en fait, dans la société, on a l'habitude de suivre un seul chemin. Enfin, c'est comme ça, il faut avoir un métier. Oui. Est-ce que toi, quel conseil tu donnerais à ceux qui n'osent pas justement explorer d'autres univers par peur ou par conformisme, tout simplement ? Alors, c'est vrai que... Alors ça, on a réussi à le faire avec mon mari. Souvent, on s'empêche de faire les choses parce qu'en fait, c'est parce que les autres nous freinent. Souvent, les limites qu'on rencontre, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont les autres qui vont nous dire « Ah mais non, mais tu ne te rends pas compte, mais c'est pas possible, mais dans quoi tu te lances ?» Écoute, en fait, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Et souvent, en fait, il y a ce premier barrage-là. Donc déjà, j'ai envie de dire, les limites des autres ne sont pas les vôtres. Voilà. Et après, il faut bien se connaître aussi pour connaître nos propres limites. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et en plus, la vie est courte. Et des fois, elle peut même être plus courte.
Donc, il faut en profiter. Nous, c'est une philosophie de vie qu'on a, c'est une rage qu'on a de profiter de notre vie à 200%. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et puis, je dirais qu'effectivement, il y a eu une génération, je pense que tu as connu aussi, mais que j'ai connue, moi, quand j'étais toute petite, où encore à l'époque, on allait à l'école, il fallait avoir un métier et puis rester dans la même entreprise jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, c'est fini. Je trouve que là-dessus, ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, on change plus facilement de métier, il y a des formations. Donc, en fait... tout est là pour... Tout est là pour qu'on puisse réaliser ce qu'on a envie de faire. Après, il faut s'organiser aussi, parce que chacun a ses contraintes personnelles. Mais honnêtement, pas de limite, quoi. Franchement, ne vous fixez pas de limite, profitez. Écoutez Aurélie. Pardon. Toi qui es côté très optimiste, mais toujours très optimiste, et toujours en mouvement. Comment tu fais face aux obstacles que tu rencontres ? Est-ce que toi ça t'a permis justement cet optimisme de pouvoir traverser les obstacles avec un élan De toute façon, la vie est faite d'obstacles. Après, chacun choisit la façon de les surmonter. Moi, j'ai toujours eu ce truc d'aller de l'avant, tout le temps. Il y a des moments qui ne sont pas faciles, des moments qu'on vit et à des âges plus ou moins avancés, mais peu importe. Il y a toujours des obstacles dans la vie privée, dans la vie entrepreneuriale. Une fois moi, je me dis, je le sais, donc je ne me focalise pas. Et puis, je prends les problèmes les uns après les autres, et puis on y va. Un bulldozer, en fait, ça ne m'arrête pas. Et ça fait partie de l'expérience, ça c'est très important aussi, ça c'est quelque chose qui porte beaucoup, cette expérience-là est très importante, savoir comment on surmonte les obstacles, ça nous permet aussi de nous apprendre à nous connaître, on évolue, et je trouve que pour aller de l'avant c'est encore plus... Et puis à force de rencontrer les obstacles, on s'endurcit, donc je vais pas dire que c'est de plus en plus facile, mais moi personnellement je suis de moins en moins impactée par les obstacles. On gère plus facilement, entre guillemets, quoi. Oui, en fait, toujours une solution. Il n'y a que des plans. Il n'y a que des plans. Il n'y a que des plans. Alors ça, c'est clair, il n'y a jamais de plan B. Avec Aurélie, non, parce que s'il y a un plan B, en fait, forcément, on va se laisser aller sur le plan A en se disant, allez, c'est bon, de toute façon, il y a un plan B. Non, il n'y a pas de plan B. Il y a, un objectif. Je voulais parler de la valeur travail qui est importante pour toi. Oui. J'ai remarqué que tu publiais régulièrement des posts d'Anthony Bourbon. Oui. C'est une personnalité qui inspire, qui bouscule, mais qui parfois dérange. Oui. C'est une personne qui t'inspire. C'est une personne qui m'inspire. C'est une personne qui est partie strictement de rien. Et aujourd'hui, quand on voit où il en est arrivé, je trouve ça pas incroyable. Je trouve ça génial, en fait. Moi, ça m'inspire. Alors oui, effectivement, on peut penser que parfois il est un peu dur dans ses propos. Moi, je trouve qu'en fait, il donne des coups de pied là où par moment il y a besoin, parce que pour se bousculer, même on le fait nous-mêmes, avec nous-mêmes, on se donne des coups de pied des fois. Là, c'est ce qu'il fait, mais ouvertement, quoi. Mais par contre, lui, il montre que ça fonctionne puisqu'il a réussi. Oui, c'est sûr. C'est légitime pour lui. C'est légitime, d'autant plus légitime pour lui qu'il a réussi. Mais oui, pour moi, c'est un personnage qui est très inspirant. Qui montre qu'il a la niaque, qui montre qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, non, c'est pas facile tous les jours. Et puis, il faut y aller, il faut en vouloir. Là, on n'a personne qui nous tient la main. Donc là, il faut se créer une discipline, il faut se créer une rigueur et il ne faut pas s'en départir tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Il ne faut pas non plus persévérer n'importe comment. Je veux dire, si on va dans le mur, on va dans le mur. À un moment donné, il faut s'en rendre compte aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on échoue. On peut... c'est aussi les échecs qui font qu'on va évoluer, qu'on va voir les choses différemment. Et puis des fois, ça fait pas de mal de se prendre une petite gifle et puis pour se dire ah mince, je me suis peut-être trompée, il va peut-être falloir que je fasse autrement. Donc oui, pour moi, c'est un personnage inspirant. Après, c'est vrai qu'on est en France, quand on parle d'échecs, c'est toujours négatif. C'est complètement différent de on sait qu'aux États-Unis, oui. Ceux qui ont réussi ont tous échoué à un moment donné. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est difficile à faire entrer dans la tête des gens que oui j'ai échoué, mais c'est pas grave, en fait, je vais rebondir. Et justement, ça m'a appris, quoi. Absolument, absolument. C'est pas agréable. Voilà, c'est bon, voilà. On va pas se mentir. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Après, il y a deux façons de le prendre. C'est soit on baisse les bras, on dit bon, ok, j'arrête, et puis voilà. Soit on se dit non, en fait, j'ai compris pourquoi je me suis plantée. Je vais recommencer, mais différemment. Différemment, ouais, c'est ça.
On parlait d'Anthony Bourbon, mais tu as cité aussi dans tes posts des modèles féminins et masculins. Oui. Je te cite Coco Chanel, qui a révolutionné le monde de l'entreprise et du style. George Sand, qui a imposé sa voix dans un monde littéraire dominé par les hommes. Léonard de Vinci, pour sa liberté de créer, et Victor Hugo, pour la force de ses idées. Si tu devais compléter la phrase qui commencerait par Aurélie Donzel, qu'est-ce que tu mettrais au bout? Aurélie Donzel, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est dur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais Aurélie Donzel qui pense que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut pas faire ce qu'elle a envie dans la vie. Et... Ah, est-ce que tu penses que le statut de... Enfin, le statut, pas un statut, mais d'être une femme, ça... Moi, non. Oui, clairement, non. Voilà. Mais dans la vision... j'ai l'impression que parfois, c'est un discours qui vient et... Je vais mettre beaucoup de gens à dos, je suis désolée. Mais non. Mais je veux pas, après, je ne juge pas, chacun a son histoire, son vécu. Là, par contre, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais pour ma part, non, c'est vrai que c'est un discours qui revient, où j'ai l'impression que c'est pas facile quand on est une femme de réussir dans la vie. Et je suis une femme, j'ai eu un parcours tout à fait classique d'enfance, à une époque où encore, pour le coup, les femmes n'étaient peut-être pas encore aussi prises en compte, peut-être encore qu'aujourd'hui, parce que ça évolue constamment. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit un frein. Et dans ces exemples, en fait, que je citais de modèles féminins, ce sont typiquement des femmes qui ont vécu à des périodes où c'était quand même... C'est différent. C'était très différent. Et malgré tout, qui ont eu la force de caractère d'avancer et de réussir. Et on en parle encore aujourd'hui, et ce sont des modèles. Comme tu sais, dans les belles voix, je parle de pierres qu'on apporte à l'édifice en tant qu'entrepreneur, chacun à notre échelle. Justement pour apporter du positif dans un monde qui est, comme on disait, pas toujours drôle. Et je voulais savoir, toi, est-ce que tes œuvres ou justement tes activités, c'est une certaine manière, toi, de servir quelque chose de plus grand ou d'apporter un message, de laisser une trace. Notamment, toi, tu parles beaucoup de transmission, le patrimoine, pour toi, c'est important de pouvoir en parler sur le podcast ou d'écrire dessus. Toi, par exemple, ça fait partie des choses, c'est une de tes pierres à l'édifice, j'ai envie de dire, je me permets, mais oui. De se dire, rien que pour les lieux, en fait, moi, je veux que leur histoire, elle continue, elle perdure, quoi. Alors ça, c'est très important, effectivement, au niveau du patrimoine et de sa transmission, parce que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui me berce depuis que je suis toute petite, et c'est tellement important. L'histoire est importante, faut pas l'oublier, parce que c'est quand on l'oublie qu'on fait les mêmes erreurs. Donc, au contraire, il faut transmettre, et c'est pas parce que... Moi, j'ai toujours été, vous savez, un peu à part tout le temps, et ce qui est à part, on n'en tient pas forcément rigueur, et pourtant, ce qui est à part a aussi quelque chose à apporter. Les lieux, c'est pareil. Il y a des lieux qui sont plus discrets, en fait. Moi, j'attribue toujours une personnalité à un lieu, c'est très bizarre. Et je me dis qu'il y a des lieux qui sont timides, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas quelque chose à raconter. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre, en fait, de pas forcément... d'aller voir au-delà des apparences, de ce qu'on nous montre forcément sous le nez. Ça, c'est important. Ça, c'est pour la partie patrimoine. Après, les dessins, là, je dirais que c'est vraiment ma personnalité, et je montre, en fait, qu'on peut réussir en restant qui on est, en fait, sans se transformer, sans forcément rentrer dans un moule. Donc, et toutes ces couleurs aussi qui apportent de la beauté. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est lumineux. Et donc, quelque part, voilà, je trouve que, comme la nature, comme, voilà, on y trouve aussi... il y a plein de lumière, quoi. Ouais, mais ça, c'est la couleur, pour moi, c'est la vie. C'est la vie. La couleur, c'est la vie. On arrive à la fin de l'interview. Et j'ai quelques questions signature. Oui. Et la première question, c'est que changerais-tu dans le monde si on te donnait une baguette magique? La première chose que tu changerais, mais de manière bien sûr positive. De manière positive, moi je supprimerais le jugement hâtif. Parce qu'il fait beaucoup de mal, le jugement. Le jugement fait énormément de mal. Il se base sur des schémas préétablis qui ne correspondent pas forcément à chacun. Et des fois, il y a des erreurs quand on entend je suis désolée, je savais pas. Non, effectivement, tu savais pas. Moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je fais toujours très attention à ce que je dis,
Je fais en sorte d'être toujours souriante, parce qu'on peut avoir une personne qui sourit, mais en fait qui a une vie, qui vit des choses absolument dramatiques, et ça on ne le sait pas. Et ce qui sont des personnes qui ont tout simplement pas envie de le faire subir aux autres et qui ont envie de le garder pour soi. On va te dire, enfin moi on me l'a dit souvent, ah bah tu fais plus, enfin ah mais t'es jeune, t'as le temps, parce que je fais plus jeune que mon âge. Alors déjà l'âge c'est pas un critère d'expérience. Et puis, quand bien même, qu'est-ce que ça peut faire? Et je trouve que non, le jugement est plutôt enferme, le jugement hâtif. Donc ça me dérange, ça je l'enlèverais. Il enferme et il freine, quoi, aussi. Il freine beaucoup, ouais. Il freine beaucoup. En fait, le jugement, c'est... Je parle vraiment de jugement hâtif, je parle pas de la peur de l'autre, parce que ça, c'est en nous, et c'est ce qui nous permet de survivre aussi. Mais vraiment, le jugement hâtif, le premier jugement comme ça qu'on porte, en fait, il se... 2, 3... J'en bégaye. Ça me touche, en fait. C'est juste un a priori qui n'est pas toujours fondé. Donc, il faut faire très attention à ça. Est-ce que tu as un mantra ou un mentor? Alors... ou une citation, tu vois, quelque chose qui... Alors, j'ai 2. Et la première, c'est que moi, ce qui me pousse, c'est l'expérience. Je trouve qu'au final, il n'y a qu'en se forgeant une expérience qu'on sait où on va, qu'on apprend à se connaître. Donc ça, pour moi, en fait, je me base vraiment là-dessus, moi, c'est ce qui me porte. Et après, il y a une citation que j'aime beaucoup de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et je crois que là, c'est toute ma vie, en fait. Ouais, j'adore cette citation. C'est tellement vrai. Ouais, complètement. Si on ne sait pas qu'il y a des limites, en fait, on ne se pose pas de questions. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comme il n'y a pas de limites, il n'y a pas de questions. Voilà. Tout à fait. J'adore. Quel livre aurais-tu pu écrire ou quel film aurais-tu pu réaliser? Sans équivoque, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah oui? Ouais. En même temps, ouais. Oui. J'aime cet univers un peu fantasy, médiéval fantastique. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est la représentation du bien et du mal. D'accord. Qui est assez extrême. Moi, je suis assez extrême, en fait, dans ce que je ressens, donc je trouve que ça me parle. On a d'un côté le bien, entre guillemets, où tout est beau, tout est très lumineux, c'est joyeux. Quand on va aller au Hobbit, on a juste envie de tout lâcher et puis d'aller vivre avec eux, quoi. Voilà, c'est magique. Et puis, de l'autre côté, on a la partie son, où tout est lourd, il y a une espèce de pesanteur, on suffoque. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe avec l'être humain. On a cette dualité, nous, en nous tout le temps. Et il y a un personnage en particulier que j'adore, c'est Galadriel, qui est une elfe, qui paraît très lumineuse quand on la voit comme ça, et en fait, qui a une espèce d'attirance pour la part de son... qui a un côté son, en fait, qui est très important. Elle a cette attirance, quand même, pour le mal, et elle a cette dualité, et on le sent, le personnage, d'ailleurs, est un peu limite flippant, quoi. Mais j'adore, et je trouve que ça représente vraiment l'être humain, cette dualité entre le bien et le mal, qui est toute relative. Et dernière question, qu'est-ce qui te touche le plus dans le monde de manière positive? De manière positive, il y a 2 choses. Il y a la musique. Ça, je suis très, très, très sensible à la musique. De manière générale, j'ai pas un style de musique en particulier, mais ça m'a toujours guidée. Ça, c'est assez... Suivant les périodes, je vais écouter un style plutôt qu'un autre, mais je suis très, très, très sensible. Ça m'aide beaucoup à évacuer les pensées. Ça fait du bien. Et je dis ça, c'est pas en 1 heure que je le fais, c'est en plusieurs jours en général quand ça me prend. Ça n'empêche pas de travailler, mais donc la musique, vraiment, il y a une forme de perfection dedans que je ne sais pas en fait expliquer, mais il y a une sorte de pureté, quoi. C'est du cristal pour moi, la musique. Donc, quand je l'écoute, d'ailleurs, j'aime bien parce que j'arrive à distinguer les différents sons, et des fois, je me concentre sur un plutôt qu'un autre. Enfin, c'est un peu décortiqué dans ma tête, mais j'aime beaucoup. Et l'autre chose qui me touche, on en parlait un peu tout à l'heure, moi, c'est les petites attentions pour là où les personnes qu'on aime. Surtout, c'est pas n'importe quelle attention. C'est en fait quand on prend le temps, quand on connaît bien la personne, qu'on prend le temps vraiment de faire la démarche, de lui faire plaisir, de la toucher en plein cœur. Parce qu'en fait, c'est là qu'on voit vraiment comment est l'humain. C'est dans ces moments-là, en fait, c'est cet amour qu'on peut porter au prochain. Et je trouve ça extrêmement touchant. Donc ça va être l'attention qu'on fait à une personne qu'on peut pas faire à d'autres personnes, parce que voilà, on sait que ça, c'est vraiment ce qui est fait pour la personne qu'on a en face. Et moi, je trouve ça toujours très touchant. Des fois, ça peut être waouh, des fois, c'est un tout petit. Mais au final, ça reste toujours pareil.
faire plaisir à l'autre, c'est tellement plaisant, c'est tellement grisant, ça fait du bien. Comme un mari qui offre une œuvre originale à sa femme qui a eu un coup de cœur sur ton tableau. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres, où est-ce qu'on peut se les procurer, est-ce que tu exposes, comment Alors, j'ai pas encore bien coché toutes les cases là cette année, j'avoue, pour les expositions, je suis un petit peu en retard. Mais il y en aura. Sinon, j'ai un site qui s'appelle les Éditions Baroudeuses. Donc, on va dessus. J'ai un petit onglet qui permet de visiter la boutique. Ouais. Et là, on peut retrouver. Alors, les œuvres originales, non, à part les petits formats comme ceci, parce que celles-là, je les vends qu'en présentiel. Okay. Par contre, tout le reste, on peut les retrouver sur ce site-là. Ok. Ouais. Et tu es donc sur les réseaux aussi Les réseaux sociaux, LinkedIn sur Aurélie Donzel, et après La Plume Dessine à Facebook, Instagram, on me retrouve facilement. Je suis assez active sur les réseaux sociaux, donc... J'ai vu ça. Merci beaucoup, merci pour cet échange, c'était vraiment chouette. Merci à toi. Et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Merci Aurélie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.